Commençons. Alors, on aborde l'attitude ludique. Oh, merci Epic Ben. Merci de te joindre. Super, enchantée. Donc ici, l'attitude ludique et le sens du jeu. Donc, c'est déjà, première chose, c'est est-ce que parmi vous, il y en a qui savent c'est quoi exactement l'attitude ludique? Oui, on va voir c'est quoi. C'est pas une question piège. Attitude ludique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui sort pas de n'importe où. Ça veut dire que on le retrouve dans la littérature scientifique. C'est un terme qui a été traduit, bien sûr, mais qui est utilisé pour dans la recherche sur le jeu. Donc, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est comment est-ce que l'attitude de jeu, l'attitude ludique, est au final un concept là, qui a été étudié, mais qu'on entend très, très peu parler, ce qui est un peu dommage. Et le sens du jeu. Alors, on va voir aussi qu'est-ce que c'est que le jeu. Comment est-ce que ça peut être présenté de toutes sortes de manières. Donc, je me présente vite fait ici. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis psychologue, comme j'ai dit, dans la vie de tous les jours. Gamers aussi, notamment sur Twitch. Ça fait longtemps que j'y suis pas, là, mais je suis impliquée de plus en plus dans la conception et l'évaluation de jeux, autant jeux de société que jeux vidéo. Donc ça, c'est vraiment la partie, le fun, la partie plaisante. J'ai aussi fondé en 2020 Ludipsy, qui est une plateforme pour les professionnels en santé, intervenants, enseignants, mais aussi pour les créateurs, créatrices de jeux, designers, concepteurs de jeux, pour arriver à combiner santé mentale et jeux en général, jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, les deux ensemble. Puis dans mes autres projets, je fais entre autres des conférences comme aujourd'hui. Pour ceux et celles qui veulent en connaître plus sur les Dipsy, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Il y a aussi un blog. Des fois, j'écris des articles en collaboration avec d'autres organisations. Et des Twitch. Et des TikTok aussi maintenant. Alors, le jeu. Le jeu dans le développement. Une chose qui est très importante de savoir, c'est que le jeu fait partie de notre essence fondamentale. Et c'est ça qui est hyper intéressant lorsqu'on étudie le jeu. Puis vous allez voir, je vais vous parler un petit aspect théorique, mais le jeu a quand même été étudié beaucoup chez les enfants, puis il y a beaucoup d'interventions par le jeu chez les jeunes enfants. Mais le jeu, au final, existe depuis toujours, et existe chez tous les êtres vivants, que ce soit des chats, des lionceaux, que ce soit des enfants, des personnes âgées, bon, etc. On a besoin de jouer, on va jouer tout au long de notre vie. L'importance du jeu va changer à travers le temps, ça c'est sûr, mais au départ, le jeu est primordial et c'est ce qui permet notre survie en tant qu'être vivant. Le meilleur exemple, c'est d'observer, par exemple, des bébés, des nouveau-nés, des bébés. Les bébés vont jouer. C'est aussi simple que ça. Ils vont, par exemple, faire ça avec leurs mains. Et à un moment donné, ils vont répéter le geste et ça devient une forme de jeu. Le jeu permet la survie pour différentes raisons, mais entre autres parce que ça permet d'apprendre à se connaître soi-même. Hein, je fais ça, je me tape le visage avec ma main, c'est un jeu, je m'amuse, mais en même temps, je prends conscience de mon propre corps. Et éventuellement aussi, le jeu permet d'être en interaction avec les autres. Ça veut dire, un peu comme sur l'image ici, hein, je joue avec des Legos, des objets, ou juste jouer à être, jouer au papa, à la maman, bon, etc. On est en interaction avec d'autres personnes, mais le jeu permet aussi d'aller au-delà de notre petite bulle, ça veut dire, le jeu permet chez les bébés et les jeunes enfants d'aller explorer l'univers autour de soi. Donc, explorer l'univers autour de soi, ben, c'est, dans le fond, justement, c'est d'être capable d'aller plus loin, d'explorer. Et l'exploration, ben, c'est la survie. Donc, on sort de notre zone de confort et on essaye des nouvelles choses. Alors, dès la naissance, le jeu sert à quelque chose et c'est ça qu'on veut voir comment ça... En fait, on va voir comment ça évolue à travers le temps, à travers les âges, mais aussi à quel point c'est important et primordial, même rendu à l'âge adulte. Donc, j'imagine que parmi les gens qui sont ici présents, vous êtes peut-être ados, adultes,
Moins sûr qu'en ce moment, il y a des jeunes enfants. Mais sûrement que si vous êtes sur Twitch et que vous êtes intéressé à cet atelier-là, bien sûrement qu'il y a une partie de vous qui aime jouer. Donc, on va aller voir le pourquoi. Puis à quoi ça sert d'aimer jouer? Donc, jouer, je vous ai posé un peu la question, qu'est-ce que c'est? Bien, jouer, on va parler d'une activité physique, parce qu'il y a du mouvement, il y a de l'interaction, mais c'est aussi une activité mentale, parce qu'il y a une réflexion, il y a des émotions en jeu, il y a le cognitif qui travaille, et c'est une activité qui n'a d'autre sens en soi que le simple plaisir qu'elle procure. Ça veut dire que le sentiment de jouer, quand on dit que c'est le sens du jeu, c'est le plaisir de faire quelque chose. Après ça, on va voir que ça se complexifie à travers le temps à cause de plein de choses, mais l'essence même du jeu, ça peut être aussi simple que j'ai une paire d'écouteurs ici, ça se peut que je prenne mes écouteurs, je fais ça, puis ça se peut que je suis en train de jouer. Je m'amuse à faire quelque chose. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but. Ça peut avoir l'air ridicule, mais je joue. Et effectivement, donc les blocs... zut. Et voilà, Serge, j'ai un blanc de mémoire. C'est quoi déjà le nom de ce bloc? C'est le cube Rubik. Donc, le cube Rubik est un jeu. Et justement, parmi celles qui écoutent et qui peuvent interagir, vous, c'est quoi les jeux? C'est quoi des jeux simples, hein, autant physiques que mentaux, que vous considérez, hein, justement, comme des jeux, que vous sentez que pour vous, c'est une activité qui n'a d'autre sens que le simple plaisir qu'elle procure? Moi, je dirais de manière très simple, boire mon café le matin est presque un jeu. Dans ce sens que c'est le simple plaisir que l'activité de boire mon café m'apporte. Mais j'ai une machine Tassimo et il faut que je clique sur le bouton pour partir le café. Et j'aime ça faire un espresso allongé. Donc, la machine suggère de peser pour faire plus de café, sauf qu'elle le suggère durant juste quelques secondes. Je pense que c'est 15 secondes. Et parfois, je fais autre chose. Enfin, je pars mon café, puis là, je vais faire autre chose. Et le jeu, c'est d'aller le plus rapidement peser sur le bouton plus avant que la machine s'éteigne. Fait que des fois, j'y arrive, puis des fois, non. Fait que là, j'ai pas assez de café, je suis triste. Mais j'ai vraiment ce côté-là d'être capable de peser sur le bouton avant qu'il s'arrête. Bon, et voilà. Hein, est-ce que c'est un bon ou mauvais jeu? On sait pas. Mauvaise question pour moi, ils sont tous simples, les jeux. Alors, plus concrètement, dans la littérature scientifique, c'est quoi un jeu? Fait que c'est une source d'apprentissage. Ça veut dire que c'est aussi l'apprentissage. Je reviens avec l'exemple du bébé qui se tape le visage avec sa main. Bien, à un moment donné, c'est drôle, c'est amusant, mais à un moment donné, il comprend « Ah, je peux contrôler ma main. » C'est-à-dire, j'ai le choix de faire ça ou de ne pas le faire. Et à un moment donné, j'apprends, exemple, à ne pas le faire. Donc, c'est une source d'apprentissage. On apprend par le jeu, aussi simple que le jeu physique, mais on peut aller avec les jeux éducatifs, les jeux pédagogiques. C'est un bel exemple. C'est une source de motivation. C'est-à-dire, en jouant, bien, on est mobilisé, on s'engage dans une activité qui peut être très, très plaisante, par exemple. Et c'est une source d'imaginaire. Ça veut dire, quand on joue, on explore un monde. C'est un monde réel ou imaginaire. On peut explorer un monde en parallèle, on peut explorer quelque chose de réel qu'on transforme, on peut explorer la vraie vie, hein, un jeu historique, une reproduction historique, etc. Donc, il y a vraiment le côté créateur qui est activé dans le cerveau. Il y a... Kifra, bonjour, qui, ça c'est comme voir un cadran qui arrive à l'heure juste où effectivement, arrêtez le micro-ondes avant qu'il bip. Ça aussi, c'est un jeu que j'aime faire. Est-ce que ça a un sens? Aucun sens. Est-ce que j'ai de l'air intelligente quand je fais ça? Pas particulièrement. Est-ce que c'est le fun? Moi, je m'amuse. C'est comme un sprint d'aller ouvrir le micro-ondes avant qu'il sonne. Faire un geste en ouvrant les portes. Ah! Et voilà, effectivement.
Et pour une petite anecdote épique Ben, je suis quand même assez petite, donc ça m'est souvent arrivé où est-ce que les portes automatiques ne veulent pas nécessairement s'ouvrir. Donc, à un moment donné, j'apprends à faire des petits gestes, des petits sauts. Puis des fois, ben j'essaie de sauter le plus haut possible. Fait qu'on voit, puis j'aime beaucoup vos exemples, merci beaucoup de votre participation. On voit que des fois, c'est des petites choses là, très, très banales. Et c'est vraiment ça, si je peux vous refléter une chose aujourd'hui, c'est que c'est réellement dans les petites choses, le jeu. Et ça va être important de garder ça en tête, parce que souvent, et là, j'ai combiné un peu ici ma pratique clinique, disons, souvent quand je discute avec des parents, par exemple, qui sont surchargés, des professionnels, hein, qu'il faut qu'ils soient à leurs affaires, on est beaucoup dans le sens des responsabilités, et souvent, jouer semble compliqué et complexe. Il faut que je planifie du temps de jeu, il faut que je joue à un gros jeu de société, ou etc., quand c'est réellement dans des petites choses. Et c'est ça l'attitude ludique. C'est dans la simplicité des petites choses. Oups. Donc, le jeu dans notre développement. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Ben, je ne sais pas c'est quoi vos profils, si vous avez étudié un peu la psychologie ou d'autres branches, travail social, éducation, enseignement, etc. Mais peut-être que vous connaissez Piaget. Alors, Piaget, qui était un psychologue, oui, et chercheur, qui s'est intéressé beaucoup au développement social, mais surtout cognitif des enfants, surtout. Il a fait ses recherches surtout par l'observation de ses propres enfants, puis après ça, il a extrapolé. Mais c'est vraiment intéressant, parce que lui a observé ses enfants, et il a vu, dans le fond, les différents... il a créé la théorie des différents stades du développement cognitif. Ça veut dire qu'il y a des stades développementaux que la majorité des enfants vont vivre, et dans ces stades-là, le jeu a une immense importance. Donc, c'est pas un cours théorique ici, vous n'êtes pas obligé de retenir tous les termes non plus. Je les connais pas par cœur non plus. L'objectif ici, c'est plutôt de garder en tête qu'il existe vraiment des stades de notre vie dans lesquels le jeu nous aide à passer d'un stade à l'autre. Puis c'est ça qui est très, très, très intéressant, en fait, quand on porte attention. Fait qu'il y a le premier stade qui est sensorimoteur, hein, sensoriel. Moteur, ça veut dire le mouvement. De la naissance à environ 2 ans. Préopératoire. Opération concrète et opération formelle, donc 2 à 6-7 ans, 7 ans à 11-12 ans, qu'on appelle le préadolescence, et l'adolescence vers 15 ans en moyenne. Donc, chez les petits bébés, littéralement bébés, hein, de la naissance, je vous ai nommé l'exemple du bébé avec la main. Peut-être parmi vous, ça pourrait être intéressant, est-ce que vous avez déjà vu des bébés s'amuser? Comment est-ce que des bébés, ça s'amuse? Donc, le bébé va explorer à travers les sens. Le jeu, c'est la forme la plus primitive, hein, comme j'ai nommé. Un bébé, c'est pas complexe dans le jeu. Hein, ça s'amuse avec tout et n'importe quoi. C'est sensorimoteur parce que le plaisir vient vraiment de du simple fait d'exister, en fait. C'est la simple fonctionnelle, la fonctionnalité, les mouvements, les sensations. Fait que les bébés sont en pleine conscience constante. Ils sont vraiment connectés avec leurs émotions et leurs feelings. Ça veut dire, et des jumeaux, c'est souvent en duo. Oh, Serge, très intéressant. C'est vraiment intéressant. J'ai pas lu sur le sujet, mais sûrement. Puis le fait que les bébés sont aussi en interaction, les jumeaux en fait, sont en interaction en duo dès la naissance, sûrement que le jeu collaboratif apparaît peut-être plus tôt dans le développement. Mais je m'y connais pas, c'est une hypothèse. Ça ne prend pas grand-chose pour amuser un bébé. Donc, j'en comprends que tu as de l'expérience qui fera, de voir des bébés. Mais le meilleur exemple, puis sûrement que tout le monde, si vous n'avez pas vu ça chez un vrai bébé, vous l'avez sûrement vu dans des films, par exemple, c'est le fameux
comment il appelle ça? Gazouillis? Gargouillis? Non. Bref, le bébé qui va faire avec sa bouche. C'est un peu plus cute chez un bébé, là. Mais le bébé va faire des bruits de bouche. Il va trouver ça drôle ou va être étonné. Qu'est-ce qui se passe? Il va le reproduire. Il va rire. Et c'est aussi simple que ça. Et voilà, il est heureux. Bon, chez un adulte, on est comme plus loin. Hein? C'est rare qu'on va rire de ça. Des fois, oui. Quand on est fatigué. Mais c'est ça. C'est là qu'on voit le sensorimoteur. Le moteur, c'est les lèvres qui bougent. Puis le sensoriel, c'est le feeling, le bruit, etc. Serge, tu dis le premier mois, beaucoup de travail, mais après, c'est plus facile pour les parents. Je vous le souhaite. Je nomme souvent que les parents sont extrêmement courageux. Courageux dans le sens que ça demande beaucoup de dédicace, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de gestion émotionnelle aussi. Compactu, il faut que ce soit quelque chose de nouveau pour que le bébé s'amuse. Effectivement. Et souvent, ils sont rendus à 31 ans. Ils ont bien grandi. Mais effectivement, en fait, deux choses. Compactu, effectivement, un bébé, c'est que ça a naturellement une attitude ludique. Puis on va voir tout à l'heure que dans l'attitude ludique, le petit spoiler, il y a la spontanéité et la curiosité. Mais spontanéité, curiosité, ça veut aussi dire le désir d'apprendre, le désir d'avoir plus. Fait que oui, effectivement, ça fait en sorte que les bébés, puis c'est ça qui permet leur survie au final, c'est que si un bébé se contentait de faire toujours la même chose, ben il se développerait pas, il apprendrait pas des nouveaux gestes, il ferait juste toujours la même chose. Un bébé a besoin d'avoir cette soif-là d'apprendre et de découvrir pour être capable de se développer. Mais ça veut dire que oui, il s'ennuie rapidement. Puis on va voir que souvent, quand on est dans l'attitude ludique, on s'ennuie rapidement aussi, puis on a besoin de toujours plus. Il y a des bons et des moins bons côtés. Puis effectivement, Kifra, comme tu le nommes bien, ils sont beaucoup plus dans le moment présent que nous. Et c'est pour ça que souvent, d'observer des bébés, ça aide à se recentrer. C'est un bébé qui est juste là, puis qui observe les choses. Puis il peut faire ça pendant 10 minutes. Mais nous aussi, en tant qu'adultes, on peut le faire. Par la suite, le stade préopératoire. En gros, là, ici, on est entre... et voilà, j'ai un petit blanc de mémoire. C'est à peu près jusqu'à 6-7 ans. Ici, l'enfant va commencer à parler, communiquer ses besoins. En fait, là, il commence un peu plus à dire. Hein, il ne va pas juste pleurer, il va dire « j'ai faim, soif », etc. Apprentissage de ce qu'on appelle la pensée symbolique. Ça veut dire utilisation de symboles pour se faire comprendre et pour comprendre. Aussi simple que le symbole du stop, qui est souvent utilisé, exemple, chez les enfants. Le symbole des smileys, les émoticônes, bon, etc. Et c'est à cette phase-là que vous allez voir, les jeunes enfants vont commencer à être dans ce qu'on va appeler le faire semblant. Hein, ils vont faire semblant d'être papa, d'être maman. Ils vont faire semblant aussi d'organiser un événement ou le salon de thé. Ils vont jouer des rôles, faire semblant de jouer des rôles qu'ils ont observés dans leur entourage. C'est aussi de l'identification, ça veut dire qu'ils vont prendre certains objets et ils vont les transformer. Hein. Le fameux... le sofa qui est un dragon, le balai qui devient un cheval, les coussins sur lesquels on doit sauter parce que le plancher est devenu de la lave. Donc là, on est dans des jeux plus complexes, mais vraiment un peu plus dans le faire semblant. Je dis souvent à l'humour, à la joke, que c'est le moment où est-ce qu'il y a un début de création de jeux de rôle. Fait que les concepteurs de jeux de rôle, c'est leur phase, là, c'est leur moment. Dans le stade opératoire concret, ici, ou la préadolescence, les conceptualisations, quand on parle de conceptualisation, c'est que notre développement cognitif se complexifie. On est un peu plus ici dans les raisonnements logiques.
C'est cet âge-là aussi que les enfants, ils veulent plus jouer à des jeux trop bébés. Comme une compréhension que ça, c'est trop facile, c'est trop bébé, je veux pas ça. On rentre ici dans la partie un peu plus, justement, là, le logique. Et c'est là que les jeux de construction sont importants, ils apparaissent. Ça veut dire les puzzles, les Lego, hein, les fameux Lego. Ça peut être, quand on parle de jeux vidéo, des jeux vidéo un peu plus de construction, Minecraft, exemple. Et on veut aussi de la résolution de problèmes. Ça veut dire, c'est pas juste le sofa qui est un dragon, puis j'attaque le dragon. Non, il y a un peu plus d'histoire, là, de lien, de narration dans le jeu. Fait que le chevalier veut sauver la princesse qui est enfermée dans la tour, mais là, il y a un méchant dragon qui veut m'attaquer. Et là, qu'est-ce que je vais faire par rapport au dragon? Bon, on assemble des idées ensemble, on crée des liens logiques. Et la dernière phase est stade opérationnel formel. On est dans les gros termes ici, là. Encore une fois, pas besoin de retenir ça. On est dans le raisonnement hypothético-déductif. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis à partir de là, jusqu'à l'âge adulte, on garde majoritairement cette forme-là de jeu. Donc, gardez ça en tête. Vous êtes en fait, depuis à peu près 15-16 ans et autres, vous êtes à peu près dans cette phase-là. Ça veut dire que notre cerveau est plus activé, il est plus stimulé lorsqu'il doit faire des raisonnements, lorsqu'il doit émettre des hypothèses, il doit faire des déductions, hein, des jeux d'énigmes, créer des relations abstraites entre des éléments, des questionnements moraux, par exemple, le bien, le mal, des jeux à identité cachée, où est-ce qu'on doit déterminer qui sont les méchants, les gentils, des logiques formelles, hein, ça veut dire qu'il faut que ce que je fais ait un certain sens. C'est là que le jeu devient, oui, il y a du plaisir, mais il y a un sens. Le plaisir vient du sens donné à l'activité. Serge, tu dis, en 74 ans, j'ai joué à Pong, j'avais 10 ans. En 74. Ah, en 74, OK. Pong, oh mon Dieu, oui! Si je me trompe pas, Pong a été le premier jeu vidéo. J'avais été à une... excusez, petite anecdote de vie, mais j'avais été au musée du jeu, ou une exposition qu'il y avait eu sur le jeu. Puis il me semble, si je me trompe pas, ça a été le premier jeu considéré comme un jeu vidéo. S'il y a des experts dans la salle, vous me direz si je dis du n'importe quoi. Ça veut dire qu'à partir du moment où est-ce qu'on est adolescent ou jeune adulte, on a du plaisir à travers une certaine structure plus commerciale. Bon. Jeux de règles, des jeux un peu plus complexes. Complexe ne veut pas dire nécessairement, exemple, un gros wargame qui dure 3 jours de temps. Complexe veut dire que il faut justement qu'il y ait un peu plus d'énigmes, il faut qu'il y ait un peu plus de problèmes à résoudre, en fait. Donc, on va aussi commencer à intégrer des concepts réels et imaginaires. Donc, un mélange. C'est pas juste de l'imaginaire, c'est pas juste du réel. Oh, bonjour, Frankie Doom. Le premier jeu vidéo, c'est en fait Space War. Merci beaucoup. Je n'étais pas au courant et en fait, je connais même pas Space War. Fait que je vais le prendre en note. Super. Donc, des concepts réels, imaginaires, comprendre et respecter des consignes pour le bien-être. Bon, ça veut dire que là, on comprend que pour jouer, c'est pas juste moi qui dois avoir du plaisir, il y a l'aspect sociétal du jeu. Puis là, on rentre dans ce qu'on appelle les jeux structurés. Fait qu'il y a le jeu libre qui est « je m'amuse avec mes écouteurs, ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens ». Et il y a le jeu structuré qui pourrait être « je m'amuse avec mes écouteurs, mais il y a des consignes. Il faut que je fasse 5 tours à droite, 5 tours à gauche, puis après ça, je passe mon écouteur à quelqu'un d'autre ». Ça deviendrait, exemple, un jeu structuré avec des règles, des consignes sociales qui mélangent un côté réel avec peut-être un côté absurde ou imaginaire. Alors, dans tout ça, on est rendu à l'âge adulte. On a vu que le jeu
Hey, merci Ginger Meister. Bienvenue. Donc, avec tout ça, justement, on est rendu à l'âge adulte. On est rendu que les petites choses simples, c'est plus difficile parce qu'on a déjà tout connu, on a déjà exploré. Tout à l'heure, quelqu'un le nommait. Je pense que c'est Combactu. Tu sais, un moment donné, on s'ennuie à faire des bruits de bouche, là. Tu sais, c'est plus le fun rendu à 35 ans de faire des bruits de bouche. On veut de quoi de plus complexe. Et c'est là qu'il y a le terme attitude ludique. Attitude ludique, ça va être défini en fait comme un trait de personnalité. Ça veut dire que rendu à l'âge adulte, jeune adulte, il y a certaines personnes qui vont continuer à développer le jeu, parce que là, on a vu, hein, ça c'est la dernière étape. Mais après ça, à partir de là, il y a certaines personnes qui vont juste pas trouver de sens ou de but au jeu et qui vont arrêter de jouer. Il y a des personnes qui vont jouer dans certains contextes très précis. Exemple, je joue mes parties de jeu de rôle et c'est tout. Et il y a d'autres personnes qui vont développer ce qu'on va appeler le trait de l'attitude ludique. Donc, c'est pas un trait de personnalité comme dans le DSM-5 en psychologie, c'est pas ça. Mais c'est un peu, on va nommer un peu une attitude, ça veut dire un construit qui fait partie de nos caractéristiques personnelles, qui va être basé sur deux composantes principales. Ça veut dire l'attitude de curiosité envers la vie et l'attitude de spontanéité. Spontanéité qui peut être une forme d'impulsivité. Hein. La spontanéité, ça veut dire j'ai quelque chose en tête, j'y vais. T'sais, c'est le côté entrepreneur dans la vie d'aller vers ce qui est important ou plaisant pour nous. Et la curiosité, c'est d'aller au-delà de la peur de l'inconnu pour aller explorer et découvrir. Deux choses, si vous vous rappelez bien, qu'au final, un bébé va faire. Hein? Un bébé va être spontané. Ça veut dire qu'il va prendre de quoi, il va se le mettre dans la bouche. Et un bébé va être curieux. Ça veut dire qu'il va aller courir, ramper, peu importe, pour aller voir des nouvelles personnes ou pour aller explorer son environnement. Ça veut dire qu'il faut qu'on garde un petit côté bébé en l'intérieur de nous, mais développé différemment, bien sûr. Donc, à travers la curiosité et la spontanéité, c'est là qu'en tant qu'adulte, avec le cerveau développé au niveau cognitif, à l'atteinte de notre maturité émotionnelle, bien, il faut qu'on conserve notre imagination, notre sens du jeu, donc la capacité à avoir du plaisir dans des choses simples dénudées de sens, le sens du plaisir, la capacité à ressentir et à vivre le plaisir, la confiance en soi pour être capable de mettre ça en place, l'activation physique, ça veut dire, on a vu tout à l'heure que, que le jeu, ben, c'est une activité physique et mentale. Donc, jouer, il y a une certaine activation physiologique, mais aussi des belles attitudes sociales. Parce que beaucoup, pas tout le jeu, mais beaucoup de l'attitude ludique passe l'interaction avec autrui. Maintenant, avant que je continue, j'en profite pour prendre une gorgée d'eau aussi, mais je vous invite à réfléchir à dire, vous, où est-ce que vous vous situez dans la curiosité et la spontanéité? Alors, première réflexion, c'est est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous êtes curieux? Puis je vous invite à l'écrire dans le chat, partagez-le. Puis si je suis curieux de quoi? C'est quoi qui... Puis, tu sais, on peut être curieux de tout, ou on peut être curieux par rapport à certaines choses. Tu sais, exemple, je suis curieuse d'en apprendre plus sur la psychologie, ben j'adore ça. Mais aussi, puis c'est ça l'aspect intéressant, ce soir, prenez du temps pour vous, pour réfléchir à... J'ai envie de découvrir quoi? Qu'est-ce que j'aurais... Exemple que ce soir, on se donne comme objectif, je veux découvrir quelque chose. Qu'est-ce que j'aurais envie de découvrir? J'ai goût de connaître quoi? Le fameux je m'en vais googler Wikipédia time. Qu'est-ce que je veux comprendre? Qu'est-ce que je veux voir, entendre, goûter? Ça peut être avec les sens, hein? Qu'est-ce que je veux toucher? Qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux goûter? Qu'est-ce que je veux entendre? Qu'est-ce que je veux sentir? Ça peut être, en fait, tout. Hein? Et voilà. Donc, oui, Serge, t'es un grand bébé. Ah oui, on est tous des grands bébés. Non, on n'est pas tous, mais...
La suite de ma question, et voilà. Je pense que j'ai répondu à ta curiosité, Serge. Si jamais vous ne pouvez pas écrire, ben écrivez-le pour vous-même, papier, crayon. Écrivez un peu ces questions-là. Prenez-les en photo, peu importe. Essayez de vous les poser de temps en temps. Parce que si vous voulez développer un peu votre attitude ludique, si vous sentez que vous êtes un peu trop dans la responsabilité, dans le je dois, il faut, et pas assez dans j'ai le goût, j'ai envie, je veux, parfois il faut prendre un moment de stop, s'arrêter et se remettre un peu en question. Ginger Mister, donc, la curiosité est l'un des fondements de ton travail. Et tu vois, moi, je suis curieuse maintenant d'apprendre quel est ton travail. Ça m'intrigue. Epic Ben, je suis curieuse de découvrir les différents types d'attitudes cognitives chez les humains. Génial. Tu découvres tranquillement la psycho. Découvrir l'humain en général, de voyager à travers les regards, les visions. Wow! Hey, c'est si bien dit. Mais effectivement, je dois dire que, et c'est un peu la base de mon travail, le plaisir d'apprendre à travers les réflexions, les gestes, les interrogations des autres. On apprend énormément en étant en interaction avec les autres, juste en étant curieux de l'autre. Et la curiosité, souvent, vient, en fait, est l'inverse de ce qu'on va appeler la rigidité. Et la rigidité, c'est, par exemple, la rigidité, ça peut être la peur de l'inconnu, la peur de la nouveauté. Ça nous freine à être dans la curiosité, le plaisir d'apprendre. 3 tables, méga Dark Soul et plein de mini. Ah, Sophie a cet impact-là de faire acheter des jeux de société. Traducteur, la quête du terme exact. Oui! C'est intéressant, effectivement. Effectivement, il y a plein de choses à apprendre. Et aussi simple exemple même que de découvrir, cette curiosité-là de découvrir l'origine d'un mot. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors, je vais continuer parce que j'ai d'autres questions pour vous. Parce qu'on a parlé de la curiosité, excusez-moi, mais aussi la spontanéité. Alors, spontanéité, ça peut être comme mon petit bonhomme ici, ça peut être d'essayer de jongler en faisant 4, 5, 6, 7 choses en même temps. Ou, à l'inverse, souvent, la spontanéité, c'est ce qu'on s'empêche de faire. Exemple ici, je m'empêche de faire quoi? T'sais, est-ce que j'ai l'impression que des fois, j'aimerais ça dire ou faire quelque chose, mais je m'empêche de le faire. Je m'empêche d'être spontanée. Salut, conteur Kissanil. Enchanté. Un vrai cuisinier. Est-ce que je me juge même? Parce qu'encore une fois, ici, autant tout à l'heure, l'obstacle de la curiosité, c'est la rigidité. Mais ici, l'obstacle de la spontanéité, c'est souvent l'auto-jugement et l'autocritique. Et là, quand je nomme ça, c'est avec la musique. L'auto-jugement et l'autocritique est présent chez tout le monde à différents degrés, mais c'est l'obstacle de la spontanéité. C'est le filtre qu'on va se mettre qui va nous empêcher d'être nous-mêmes. Donc ici, est-ce que vous sentez que des fois, vous vous empêchez de dire, de faire des choses? Est-ce que même parfois, vous vous jugez vous-même? J'aurais le goût de jouer à ça. Je vois des gens, ça m'est arrivé personnellement, je vois des gens qui jouent au hockey, la petite balle qu'on kick. Je me souviens quand j'étais au secondaire, les gens jouaient à ça, ils se rassemblaient, puis j'aurais aimé ça jouer, mais j'avais peur de ne pas être bonne. Fait que je me suis empêchée de jouer. Mais je peux pas m'amuser ou même devenir bonne si je joue pas. Et pourtant, c'est une belle activité. Plein d'exemples comme ça, de choses qu'on s'empêche à faire, qui nous empêchent d'être dans la spontanéité. Est-ce que j'ai l'impression que je devrais pas faire telle chose, dire telle chose? De quoi j'aurais l'air si je faisais telle chose? Ou si... Donc ça, c'est aussi des questions que je vous invite à vous poser à vous-même. C'est quoi les obstacles
que vous vous mettez dans votre vie qui vous empêche d'être dans l'attitude ludique? Parce qu'on l'a vu, attitude ludique, c'est curiosité et spontanéité. Pas juste un, il faut l'ensemble des deux. Il faut aller explorer l'univers et le faire au final. Donc, Combactu, je dessine un peu parce que ça me prend des heures à travailler un dessin alors que je pourrais juste gribouiller. Ah! Quel bon exemple! Ben, je me reconnais aussi beaucoup là-dedans. Ça veut dire que ici, justement, un bel exemple d'obstacle à la spontanéité, c'est le perfectionnisme. Alors, le désir que ça soit bien fait, parfait, qu'il n'y ait pas d'erreur. La surattention portée aux détails et à la précision, qui au final, encore une fois, le plaisir, d'un fois, vient juste du fait de faire quelque chose. Puis c'est là qu'on embarque, exemple, dans les exercices. Je pourrais vous demander, exemple, de faire ce qu'on appelle de l'écriture automatique ou même du dessin spontané. Ça veut dire, on dessine, exemple, un cercle, puis à partir du cercle, il faut dessiner quelque chose. Puis tu as 30 secondes pour dessiner de quoi. Ce ne sera pas un chef-d'œuvre, ce ne sera pas affiché dans les galeries d'art, mais c'est du dessin, puis ça peut être très le fun à faire. Là. Jouer au tac-tac dans les années 70, dur sur les doigts. Est-ce que c'est le truc comme ça, là, où tu dois taper avec les jointures? Ça, j'avais plusieurs personnes au secondaire qui jouaient à ça. Ça me faisait peur. C'est drôle parce que je me permets vraiment plus de jouer lorsque je suis en train de travailler. Photographe événementiel dans la vie quotidienne. Cool. J'adore la photographie. Mon travail nécessite une forme d'animation, donc j'ai appris à jouer et à capter l'attention. Fait que tu te permets vraiment plus. OK, j'avais mal lu. Fait que c'est hyper intéressant. Je trouve ça très intéressant et Epic Ben parce que j'aime personnellement aussi la photographie. Et je nomme parfois en niaisant que c'est de la photothérapie, dans ce sens que c'est curieux et spontané, la photographie. Oui, il y a toutes sortes de styles de photographie. Il y a la photographie avec, justement, le perfectionnisme. Il faut que ça soit aligné comme ça, l'éclairage de telle manière et autres. Mais il y a aussi, puis fort probablement, j'imagine, dans la photographie événementielle où tu n'as pas 100% de contrôle sur ton environnement, mais à un moment donné, il faut capter des moments. Donc, il faut rapidement prendre des photos. Il y a l'aspect de curiosité. Donc, il faut que notre œil soit curieux d'aller voir tout ce qui se passe. Et la spontanéité, parce qu'il faut prendre sur le vif les moments. Et comme tu as bien dit aussi, Epic Ben, il y a l'interaction, aspect social, le jeu, à travers aussi le jeu du regard, le jeu des personnes devant la caméra, face à l'œil de la caméra. Très, très intéressant. Le temps. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour un parti politique et les heures nécessaires au travail empêchent toutes sortes, oui, de spontanéité, même si c'est palpitant. Effectivement. Et ça, je pourrais faire un autre atelier complet là-dessus, sur la gestion du temps et la gestion des priorités. Parce que, effectivement, à un moment donné, quand on est, exemple, à 90% dans son travail, il nous reste juste 10% de notre temps et de notre énergie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On mange, on dort, puis souvent, la dernière chose qui nous reste, c'est le plaisir, le temps personnel et le plaisir. Ça prend le bord facilement. Fait que c'est important de trouver un certain équilibre dans sa vie. 2 boules avec une corde, anneau au centre, il faut les cogner ensemble, oui! Ça, c'était l'horreur des parents. J'en avais un aussi chez moi. Ça fait du bruit intense. Les parents, généralement, apprécient moins. Alors, continuons ici. Alors, être un adulte ludique, au final, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on mettrait du temps et de l'énergie à s'amuser?
On a vu que chez les enfants, ça sert à quelque chose. Ils se développent, t'apprends. Mais quand on est adulte, pourquoi on a besoin de s'amuser au final? Bien, il y a eu certaines études qui ont étudié l'aspect ludique, l'attitude ludique. Comme je le mets, ça devient un trait de notre personnalité, un style cognitif. Ça devient une manière de penser et d'agir. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que, par exemple, en psychothérapie, quand on a des problématiques, dépression, symptômes dépressifs, burn-out, anxiété de performance, problèmes relationnels, etc., souvent, qu'est-ce qui est problématique? C'est notre gestion de nos émotions, c'est nos comportements, nos réactions, mais c'est aussi notre perception de la réalité, c'est-à-dire notre perception de la situation. Et ici, dans l'attitude ludique, bien, il y a une partie de notre perception d'une situation qui va être influencée. Une personne avec l'attitude ludique va penser et agir différemment d'une personne qui n'a pas une attitude ludique. Donc ici, l'attitude ludique a un sens, une certaine utilité. C'est quoi ce sens-là et cette utilité-là? Bien, c'est ça qu'on va voir. Au travail, ce qui a été étudié, c'est que les personnes qui ont une attitude ludique, donc sont curieuses et spontanées, vont avoir généralement une attitude plus positive par rapport à des situations d'obstacles ou des problèmes. Des problèmes au travail, ça l'arrive, mais une attitude plus positive, ça veut dire une plus grande facilité à être dans la résilience et à passer au travers. C'est aussi une performance générale qui va être orientée un peu plus vers le plaisir d'apprendre que l'aspect responsabilité. Ça veut dire, j'arrive un peu plus à dire, bien, pourquoi je fais ça? Parce que j'aime ça ou parce que c'est motivant, c'est plaisant, plus que parce qu'il faut que je travaille ou que j'étudie telle chose. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qui aide énormément dans la résilience par rapport notamment au burn-out ou à l'anxiété. Une ouverture face à la nouveauté, parce que ça fait partie de l'essence même. De se dire, ah, OK, de quoi de nouveau, au lieu d'avoir peur puis d'être rigide et se refermer, bien, ça va être un peu plus vers, OK, ben, tu sais, je vais essayer. On va essayer, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et une perception de défi à relever plutôt que d'obstacles à confronter. Fait que c'est pas, j'ai un conflit avec un collègue, c'est pas comme l'obstacle, je m'en vais avec la tempête, affronter un dragon. On voit ça comme un défi. Puis un défi, bien, c'est quoi? C'est comme une énigme. Donc, ça vient un peu plus dans le jeu que dans de dramatique ou de souffrant. Je vous invite à réfléchir à vous. Comment est-ce que vous vous amusez, exemple, au travail, dans la vie de tous les jours, en tant que parent, etc. Dans la vie de tous les jours, bon, les personnes avec une attitude ludique vont avoir une augmentation du sentiment de bien-être. Ça veut dire quand on évalue avec certains questionnaires, exemple, le WOO 5, qui est le questionnaire du bien-être général, bon, les personnes qui se considèrent comme ayant une attitude ludique ont un cote plus positif sur le sentiment de bien-être quotidien. Ressentir plus de joie, donc c'est une émotion qui va être plus souvent nommée, identifiée. Vont utiliser plus de stratégies d'adaptation. Puis une stratégie d'adaptation bien connue, c'est l'humour. Ça veut dire d'être capable de dédramatiser certaines situations, de prendre certaines choses à la légère, d'être capable de rire dans des situations d'erreur au lieu de se taper sur la tête. C'est aussi des meilleures capacités interpersonnelles, résoudre plus facilement des problèmes. Parce que si on voit un problème comme quelque chose d'insurmontable, c'est sûr qu'on se laisse envahir puis on ne va pas être capable de le régler. Mais si on est capable de le dédramatiser, on est plus à tête reposée et dans une attitude de curiosité et d'apprentissage. Et bien sûr, plus de comportements sociaux, d'aller vers l'autre. Sociaux ne veut pas dire que c'est des personnes plus sociales, mais ils ont des comportements sociaux. Ça veut dire qu'ils ont plus, comme vous avez nommé tout à l'heure, mais ils vont avoir un peu plus cet intérêt-là à apprendre et connaître l'autre. Aussi simple que « Ah, ben écoute, je connais pas ton travail, je trouve ça sérieux, je trouve ça intéressant, peux-tu m'en dire plus? »
Donc ça, c'est un comportement social, la curiosité de l'être humain. Hey, salut! Salut Ojewan Belly, ça fait un certain temps. Salut! Et enfin, dans la relation parent-enfant, ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les parents quand je fais de l'accompagnement parental. C'est un intérêt pour la relation parent-enfant. On veut intégrer le plaisir au quotidien. Ça veut dire, il faut, quand on est parent ou enseignant, oui, on veut éduquer nos enfants. On veut que ce qu'on fait ait un sens, on veut qu'ils grandissent, on veut qu'ils apprennent des choses. Mais aussi, parfois, il faut faire des activités puis passer des moments dénudés de sens. Un exemple, c'est de juste mettre de la musique puis danser. Votre enfant, ne va pas apprendre à faire une danse spécifique. Ça va peut-être pas lui permettre de se faire des amis ou de réussir à l'école, mais c'est un moment où est-ce qu'on est dans le plaisir. Le plaisir sensorimoteur, là, juste de bouger, puis d'écouter de la musique, c'est le fun. Fait que ça, c'est important de ramener ça dans le quotidien. Ramener ça dans le quotidien, ça veut pas dire 1 heure, ça peut être 5 minutes, là. Une petite pause avant d'aller manger, on danse, puis c'est ça. Mais il faut le ramener. Il faut laisser aussi nos enfants nous enseigner d'être dans le plaisir. Donc, c'est vraiment, je répète, des moments sans but éducatif ou pédagogique. C'est juste le plaisir d'être. Ça favorise, bien sûr, la création d'un lien positif avec notre enfant parce que, on l'a vu, les enfants, eux, le plaisir, c'est simple. Pas besoin de jouer à un gros jeu, là. Puis même, pas besoin d'avoir une grosse activité fancy, là. Des fois, juste de s'amuser à faire du yoga, ça peut être plaisant. Puis ça crée un lien positif avec son enfant parce que notre enfant est capable de nous voir, pas juste comme un parent, mais aussi comme un parent le fun. Chaque fois que ma fille me rend visite, c'est un week-end ludique. Et voilà, Serge, t'as bien compris. Il faut être dans le plaisir, il faut trouver. Fait que, si jamais vous n'avez pas d'enfant, je cherchais le bon terme, mais interagissez, voilà, avec les enfants de vos amis ou juste aller marcher, puis regarder les enfants, puis faites comme eux. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Ça permet aussi de développer des habiletés sociales et relationnelles parce que, mine de rien, en jouant, des fois, il y a un début, il y a une fin. Donc, il faut aussi des fois nommer ses limites. Exemple, qu'on joue à se chamailler, il faut que l'enfant comprenne, tu peux tirer un peu les cheveux, mais il faut pas que tu tires trop fort les cheveux à maman. Donc, des fois, il faut mettre nos limites, nommer les choses pour que l'enfant, bien sûr, apprend à travers le jeu. Et bien, ça favorise l'adaptation émotionnelle parce que les enfants apprennent par l'observation. Les principaux modèles qu'ils observent, c'est les parents. Fait que si un enfant voit son parent s'amuser, il y a beaucoup plus de probabilité, de chance de lui-même être capable d'être dans l'attitude ludique éventuellement. Puis c'est génial, parce qu'on a vu qu'il y a plein d'effets positifs. Les jeux coop amènent aussi beaucoup d'interactions, effectivement. Puis moi, souvent, quand je travaille en accompagnement parental, je suggère toujours les jeux coopératifs. Parce que tu veux pas battre ton enfant à un jeu. Tu veux pas qu'il te bat non plus. Tu veux juste t'amuser avec. Souvent, les jeux coopératifs, ça favorise ça. Combacs-tu, est-ce que tu dis que je suis en train de mettre de la pression ou que les parents ont beaucoup de pression? Oui, c'est ça. Les parents ont énormément de pression. C'est incroyable. Si vous êtes parent, je comprends. Vous avez énormément de pression, que ce soit la pression sociale, la pression sociétale, la pression du jugement d'autrui, la pression de voir d'autres parents réussir mieux que soi. Et souvent, beaucoup, c'est la pression que soi-même on se met sur les épaules. Bien, Combacs-tu, il y a une chose, puis je pense que ça vaut la peine que je le nomme ici.
une chose qui est très, très, très importante, c'est que justement, les enfants apprennent par l'observation. Ce qui veut dire, et ça, c'est très important, parce que souvent, quand je nomme ça, le premier réflexe, c'est se dire, en tant que parent, il faut que je sois parfait. Mais c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse parce que votre enfant n'est pas parfait. Votre enfant ne sera pas parfait. Donc, il a besoin de parents imparfaits pour apprendre à être capable d'être imparfait. Ça veut dire, c'est tout à fait normal un parent qui est en colère. Faut pas que les parents ne soient pas en colère. C'est comment tu le montres, ta colère. Puis c'est normal des fois de crier. Ou c'est normal des fois de, je sais pas moi, prendre un coussin puis lancer le coussin. Sans que ça soit dangereux pour autrui ou pour soi-même. Mais ici, l'important, c'est comment est-ce que tu vas gérer ton émotion puis comment tu vas l'exprimer après. Comment tu vas faire le retour avec ton enfant là-dessus. Parce que ton enfant va être en colère aussi. Ça, c'est un exemple, mais aussi, des fois, les parents font des erreurs. T'échappes ta tasse de café à terre. Ça l'arrive. Tu te lèves en retard. T'as le goût de pleurer. Un parent qui pleure, c'est correct. C'est comment est-ce qu'il gère après, puis comment est-ce qu'il va le communiquer à l'enfant. Puis, on voit souvent sur Internet, exemple, cette image-là du parent qui dit à son enfant « pleure pas ». Pleure pas, ça sert à rien, ou faut pas que tu pleures. Mais non. Un enfant a le droit de pleurer, mais il va apprendre que c'est pas correct ou va avoir peur de pleurer si on lui dit que c'est pas correct. Mais pour qu'il apprenne à pleurer correctement, on va dire, il faut aussi qu'il voit son parent pleurer de temps en temps. Ça veut dire un parent a le droit de pleurer. Un parent a le droit de vivre toutes les émotions humaines, parce qu'un parent, c'est humain. Un parent a le droit de binge-watcher une série télé. Ici, l'important, c'est toujours l'équilibre. Ça veut dire on ne veut pas être dans un extrême parce qu'on est trop rigide. On ne veut pas être dans l'autre extrême parce qu'il y a des effets négatifs à ça. Ça, si on pouvait le prendre puis l'intégrer dans la tête des parents, ça enlèverait immensément de pression. Est-ce que tu connais certaines approches thérapeutiques qui utilisent l'attitude ludique, comme levier... très, très intéressant. Levier de changement, peut-être en psychologie positive. Ouais, pour être honnête, la première fois que ça remonte à loin, là, mais que j'ai été dans l'attitude ludique, c'était justement en psychologie, deux approches principales que je voyais. En fait, je veux dire 3 approches. Première approche, c'est la psychologie positive, effectivement. Là, vite comme ça, j'ai pas mis les liens ou autres. Je vous invite à m'écrire par courriel ou sinon, je checkerai tout à l'heure pour le mettre dans le chat. Psychologie positive, qui utilise bien cette approche-là. En lien avec la psychologie positive, il y a aussi la psychologie du sport. Ça va être drôle d'une même, mais ouais. La psychologie du sport utilise beaucoup l'entretien motivationnel, oui, c'est très orienté vers un but, mais aussi un peu plus axé sur le sensorimoteur. Et dans la combinaison de ces 2 approches-là, la psychologie développementale aussi et la psychologie du jeu, il y a souvent ce qu'on va appeler des ateliers, justement, des ateliers de... je cherche le mot, je suis vraiment désolée, c'est très spontané comme question, mais une des approches que j'ai eu le plaisir de vivre, c'était en psychologie sociale et sportive, et c'était littéralement de faire des activités ensemble, et à travers les activités, de faire des rétroactions par rapport à ça, un peu comme du team building. Par exemple, aussi simple que gérer ses émotions à travers l'activité physique. Ça veut dire, tu sais, les gros ballons, là, où est-ce que tu peux faire du yoga là-dessus ou autre, de prendre un ballon puis lancer le ballon, puis gérer ta colère en lançant le ballon de plus en plus fort. Donc, c'est beaucoup de la psychologie expérientielle, donc le terme expérientiel. Donc, à travers vivre et ressentir les choses. On voit ça aussi, dernier petit
petit lien, c'est la psychologie industrielle et organisationnelle, qui utilise beaucoup justement le jeu social, comme manière d'apprendre, mais aussi le team building, pour améliorer, exemple, la cohésion de groupe. Ça se fait beaucoup dans les entreprises, mais quand j'étudiais à l'UQAM, je ne sais pas si ça existe encore, j'avais fait le programme, puis je l'avais animé pendant 3 ans. C'était génial, ça s'appelait SCORE. Et il y avait, c'était des ateliers comme ça, où est-ce qu'on voyait, exemple, c'est de la psychologie positive et sociale, mais où est-ce qu'on voyait, exemple, une thématique gestion des émotions, puis on faisait des activités, puis on en parlait entre nous. Et il y avait ça aussi avec des classes d'étudiants, par exemple. Fait que là, on fait vivre une expérience en groupe, exemple un jeu, où est-ce que le jeu est structuré d'une certaine manière pour que ça fasse vivre certaines émotions. Et après ça, il y a un retour en groupe pour voir comment les gens se sont sentis puis qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette expérience-là. Ah, merci Floxime! Et salut! Ouais, c'était un super programme. Ça, c'est un exemple. Et si je me trompe pas, un des psychologues qui a créé le programme, c'est Jean-François Villeneuve. Et si je me trompe pas, c'est ça, c'est de la psychologie sociale et... voyons, je vais y arriver. Psychologie positive, sociale et du sport. C'est comme un peu des champs d'expertise et des approches psychothérapeutiques. C'est pas dans les plus connus, mais il y a quand même des regroupements au Québec. Effectivement, la colère est très, très censurée. La tristesse aussi, bien raison. Il y a beaucoup de... Et il y a des gens en consultation qui viennent pour gérer leur colère. Souvent, c'est parce que c'est tellement réprimé qu'à un moment donné, ça explose. Et la tristesse, ça l'amène beaucoup de symptômes dépressifs. Là, c'est encore une fois très intériorisé. Ou souvent, il y a tellement de culpabilité et par rapport au fait d'être triste, que ça l'amène de l'auto-jugement, puis ça l'amène finalement à être encore plus triste, évidemment. Puis c'est souvent ça qui amène à des symptômes dépressifs. Non, mais c'est une très, très bonne question, puis je suis sûre que d'autres personnes vont être intéressées. Fait que merci beaucoup, Kifra. Oui. Ben, effectivement. Donc, ça fait plaisir, puis je mettrai... quelque part, peut-être sur la page Facebook, les liens, ça va être plus simple. Alors, ce que l'on veut... Ah, merci, c'est super. Et voilà, ça, c'est une partie de l'attitude ludique. C'est aussi le plaisir d'apprendre en groupe. Fait que merci beaucoup, vous êtes génial. Tu es triste? Arrête sur cette mauvaise référence. Bonsoir. Mais bonsoir, Vivi Dono. Mais effectivement, arrête d'être triste. Je l'ai entendu moi-même, je l'ai vécu moi-même. Non, tu as le droit d'être triste. La tristesse est une émotion comme les autres. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. Chaque émotion a un but. Chaque émotion sert à nous faire comprendre qu'il se passe de quoi dans notre corps, qu'on a des besoins à combler. Exemple, souvent la tristesse, c'est qu'il nous manque quelque chose. Mais il faut combler ce manque-là. On va être triste tant si longtemps qu'on n'a pas comblé notre manque. Mais la tristesse, c'est un signal d'alarme qui nous dit « Hey, il se passe de quoi, là? » Si on l'écoute pas, si on l'ignore, si on la réprime, elle va juste sonner de plus en plus fort. C'est comme un cadran, une alarme sur son cell. S'il y en a parmi vous qui ont de la misère à se réveiller le matin, vous mettez 5-6 alarmes. Si la première alarme sonne, puis que tu l'ignores, la deuxième va partir, la troisième, ça va continuer, puis peut-être ça va sonner de plus en plus fort. Fait que c'est mieux d'écouter l'émotion dès le départ, puis après ça, ça va mieux. Parce qu'on garde en tête qu'une émotion, c'est une vague, ça monte et ça redescend. C'est pas supposé être un tsunami. Mais ça, encore une fois, c'est un autre sujet d'atelier que je pourrais parler pendant très longtemps. On retient que l'attitude ludique, c'est mettre en valeur, ça veut dire on l'a à l'intérieur de nous. Mais comment on fait? Comment on fait pour être dans l'attitude ludique? On met ça en valeur. Hein, on le travaille, on lui laisse sa place.
on met en valeur sa spontanéité, sa curiosité, tout en acceptant, le mot accepter est très important, d'agir pour le plaisir et sans autre but final que la joie d'être. Ça paraît bien simple, hein? Ça veut dire que j'accepte d'agir pour le plaisir. Ça veut dire il n'y a pas de but tant que ça, autre que c'est le fun de faire ça, c'est plaisant. En fait, c'est que ça me fait vivre et ressentir des sensations agréables. Et pas besoin, tu sais, ce que je fais peut être agréable pour moi, peut être désagréable pour l'autre personne à côté de moi. C'est pas important. L'important, c'est que moi, ça m'amène du bien-être. Et ça, c'est ça, au final, la joie d'être. C'est bien simple. Donc, si on peut finaliser sur une petite note dans le long terme, parce que là, on parle d'attitude ludique, je vous ai nommé plein de choses par rapport au développement, on a fait quelques petites réflexions, mais l'objectif, en fait, c'est que ce soir, vous partez avec ça, vous pouvez y réfléchir encore un peu ce soir, mais aussi, l'important, c'est, exemple, de vous poser ces questions-là au quotidien ou de temps en temps, vous dire, aujourd'hui, là, il est rendu 8h40 le soir, là, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu du plaisir? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été dans la spontanéité et la curiosité? Est-ce que mon attitude ludique m'a apporté quelque chose? Si la réponse est non, bien c'est soit de prendre le temps de le faire, puis encore une fois, ça peut prendre 30 secondes, 5 minutes, peu importe. Sinon, bien, c'est peut-être se dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je n'étais pas dans l'attitude ludique? Pourquoi est-ce que j'ai pas eu de plaisir? Parce qu'on garde en tête que le plaisir est simple. Si c'est simple, pourquoi je prends pas le temps de le faire? Et c'est quoi l'impact que ça a dans ma vie? Le fait que je suis une personne ludique ou que je le suis pas, que je suis curieuse et spontanée, c'est quoi que ça m'amène? Un exemple de mon côté, ben, hey, salut, salut Jean! J'ai eu très exactement 746 plaisirs aujourd'hui. Bravo! On a un expert du plaisir ici présent. Donc ici, c'est quoi l'impact? T'sais, un exemple aussi simple, de mon côté, honnêtement, mon attitude ludique m'a permis de survivre au doctorat en psychologie. J'aurais pas fini mes études. J'aurais fort probablement été en burn-out si j'avais pas eu cette curiosité-là et cette spontanéité-là. La curiosité d'avoir découvert c'est quoi le jeu de rôle et la spontanéité de m'être inscrit dans un groupe de jeux de rôle pour socialiser et d'avoir rencontré des amis qui m'ont aidé à trouver la motivation et le plaisir de continuer mes études. Aussi simple que ça. Non, ça c'est un peu plus complexe, mais ça peut être plein de petites choses. Comment améliorer aussi mon attitude ludique? Puis ça, si jamais vous avez des trucs, je vous invite à les mettre dans le chat, là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça peut être d'y penser, ça peut être d'essayer des choses. Un loup avec une épée dans la bouche m'a démoli 3 fois aujourd'hui, mais j'ai eu ma revanche. Et voilà. Tu sais, il y a des trucs comme ça qui... Là, tu vois, je suis vraiment curieuse de comprendre si c'est une métaphore ou t'as un loup avec une épée. Un loup. T'as un chat? Je vous laisse quelques minutes pour écrire. J'aime ça vous lire. C'est un ennemi dans un jeu. Ah, ok, je comprends. Un excellent choix de jeu, j'approuve. Vous avez l'air à tous comprendre. Là, je suis en train de me dire qu'il faut que... Ah, mon Dieu. Oh, ok. C'est un jeu que je n'ai pas joué. Je suis pas sûre si Dark Souls, pour moi, c'est du plaisir. Ou Pokémon. Pokémon, c'est du plaisir. J'ai découvert l'univers du grandeur nature l'année dernière et ça a vraiment donné de la plus-value en attitude ludique. Nice. Me permettre d'oser plus de manière générale. Effectivement, moi-même, en fait, moi aussi,
Les grandeurs nature m'ont permis de laisser aller mon côté ludique. On m'a dit que vive la chance de faire de l'improvisation. Exactement, ouais. Mais effectivement, les grandeurs nature, si vous n'avez pas essayé ça, je vous invite, là, c'est tellement de fun. C'est immersif et tente dans un personnage à ton propre rythme aussi, là, dépendamment aussi des grandeurs nature. Il y en a qui sont plus structurés avec des règles plus strictes, on va dire, mais il y en a aussi qui te permettent d'aller expérimenter et vivre l'expérience. Et c'est très, très, très... Ouais, ça laisse de la curiosité et la spontanéité. En même temps, c'est dans la forêt aussi, c'est très agréable. J'ai 3 jeux de base et 7 extensions sur 2 tables, plus une table pour les personnages. Ouais, expert ludique des jeux de société. Là, je vois dans le chat, il y a des gens, jeux de rôle, grandeur nature, jeux de société, jeux vidéo aussi, c'est génial. Est-ce que travailler dans le jeu, c'est un vrai métier? Est-ce que travailler dans le jeu, c'est un vrai métier? Ah! Ben, c'est une très bonne question. Oui, c'est un vrai métier, c'est sûr. Mais si t'aimes en plus, si t'as du plaisir puis que t'aimes ce que tu fais, c'est juste un super bon métier. J'ai écrit un brin ce matin. Ah! La lecture. Préparation d'une partie de Blood on Clock Tower, qui est un très bon jeu. Soirée tranquille. Ghost of Toshima. Nice! Jean, je pense que tu as bien compris le concept de, tu sais, prendre le temps, être dans le moment présent, s'amuser. Effectivement, les jeux Soul, c'est... mais c'est là, et là, c'est intéressant, vous voyez, l'aspect de discussion ici, c'est que je répète que de quoi qui peut être ludique pour moi, ça se peut là que ça soit vraiment pas pour quelqu'un d'autre, là. Et vice-versa. Comme moi, par exemple, les jeux compétitifs, c'est très rare que ça m'amuse. Ça fait travailler plein de choses, hein, mais c'est très rare que je suis dans le plaisir. C'est très rare que je vois ça vraiment comme un jeu. Des fois, je vois ça comme une responsabilité. Mais pour d'autres personnes, ils ont du plaisir vraiment dans l'aspect stratégique ou l'aspect compétitif, le plaisir de la compétition. Plusieurs personnes qui sont dans des sports compétitifs vont avoir du plaisir dans la compétition. C'est l'aspect curiosité de comment je fais pour le battre, le vaincre, puis l'aspect spontané d'essayer des nouvelles tactiques pour être plus fort que l'autre. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste différent. La satisfaction qu'on ressent en battant un boss, ben exactement ça. On répond quoi aux gens qui nous posent cette fameuse question de est-ce que travailler dans le jeu vidéo, c'est un vrai métier? En fait, c'est vraiment, c'est particulier. J'imagine, puis là, juste une hypothèse qu'on back dessus, tu me diras, mais j'imagine que les gens qui te posent cette question-là, c'est qu'ils ont l'impression que le domaine du jeu, c'est pas sérieux. Souvent, c'est des préjugés un peu que j'entends, mais ça reste au final que le domaine du jeu vidéo, c'est une entreprise. Même toute entreprise de divertissement est quand même une entreprise. Fait qu'il y a c'est professionnel tout autant que tout autre métier au final. C'est juste que l'élément que ça amène, c'est du jeu. Puis on a tous besoin de jeux dans notre vie. Les industries les plus importantes, puis on l'a vu durant la pandémie, ou on l'a vu, mon Dieu, dans l'histoire. Il faudrait que Elle Frank soit là pour cette partie-là. Mais dans l'histoire, on a vu que le jeu, le plaisir, est important pour la survie d'une société. Fait que les industries ou les entreprises de divertissement sont très, très importantes dans une société. Si on enlevait toutes les entreprises de divertissement, on serait pas très bien, je pense. Le jeu permet aussi de pousser la créativité. Effectivement, ouais, écriture automatique,
J'avais fait un atelier là-dessus. Faudrait que je vérifie, je me souviens plus si je l'ai mis en ligne, mais c'est tous des exercices pour développer sa créativité. C'est un atelier que j'avais donné au ProtoFest l'année dernière, qui a lieu bientôt aussi la fête du 12 mars, que je vous invite à aller voir si vous aimez tester des jeux de société. Mais bref, il y avait justement aussi, exemple, l'écriture automatique, le chant... il n'y avait pas de chant automatique, mais c'est cool, le dessin automatique, l'automatisme en fait, tu sais, le spontané, ça se travaille. C'est drôle à dire, là, mais d'être spontané, on a comme appris à ne plus l'être, mais on est capable de travailler pour le redevenir. Effectivement, puis aussi nommer tout ce qui nous passe par la tête. C'est tough des fois comme exercice, mais c'est le fun. La journée que tu as du plaisir à travailler, c'est la dernière journée que tu travailles. Et voilà. On garde en tête une chose, hein? Le plaisir de jouer existe depuis notre naissance. Travailler, c'est quelque chose qu'on apprend à faire. Fait que le sens ludique, le fait de jouer, de s'amuser, est inné. Travailler ne l'est pas. On a appris à travailler pour, effectivement, tu sais, plein de raisons logiques. Par contre, dans ce sens-là, il faut être capable de combiner les deux. Puis parfois, oui, le plaisir est plus important. Puis parfois, on est capable de ramener le plaisir, le sens du jeu, le ludique, en avant-plan, même dans un contexte de travail. Et c'est ça ici, l'élément important. C'est que être ludique, c'est avec nous, à l'intérieur de nous, peu importe dans quel environnement on se trouve. Et voilà, Jean et les jeux coop. Excusez-moi, je suis en train de suivre le chat, mais là, il n'arrête pas de remonter. On perd beaucoup à juste les regarder pas jouer par peur de la frustration. Oui, c'est vrai. Souvent, on s'empêche de faire des choses, mais effectivement. Le travail en animation. Effectivement, c'est vrai que le travail en animation n'est pas perçu. Et pourtant, toute chose est importante. Je ramène encore sur le fait que le plaisir, c'est la base de tout. On peut pas survivre sans plaisir. Et voilà. Il y a malheureusement beaucoup de préjugés et aussi en consultation clinique, j'ai beaucoup de personnes que quand je leur dis prenez du temps pour vous, pour avoir du plaisir, c'est comme, on dirait, c'est comme si ce que je viens de leur nommer, c'est la plus grande absurdité, là, comme tu veux que je prenne du temps à rien faire. Non, pas à rien faire, à ressentir du plaisir. Ben, c'est pas important de ressentir du plaisir, là. Il y a plein d'autres choses à faire, là. Il faut que je fasse le ménage, il faut que j'ai un tel problème, il faut que j'ai pas le temps de vivre du plaisir. Et pourtant, oui, parce que le plaisir, c'est la source de tout. Ça donne l'énergie, ça donne la motivation, puis c'est ça qui nous aide à passer au travers des choses plus difficiles. Donc, effectivement, il y a encore, malheureusement, certaines mentalités qui vont nous amener à avoir honte de ce côté-là de nous. Et pourtant, on veut être... c'est là que les communautés, mine de rien, hein, comme communauté de jeux vidéo, communauté de jeux de rôle, de grandeur nature, communauté d'info au travail, entre collègues, aller prendre un café en discutant, c'est ces communautés-là ludiques qui aident à se sentir bien, puis à tout ce qui est le sentiment d'appartenance. Sur Twitch aussi, certaines communautés. Effectivement. Puis oui, effectivement, de bien différencier le travail. Quand on est dans le domaine du jeu, comme animateur de jeux de rôle ou de jeux de société, bien, il faut effectivement bien différencier l'aspect ludique de l'aspect professionnel, parce que des fois, on mélange un peu les deux et ça peut parfois être traite. Peu importe à quel... Les métiers dans le domaine du jeu peuvent tous être associés à des métiers qui ne touchent pas au jeu. Effectivement, c'est vrai. Ouais. Ouais. Puis là, exemple avec le e-sport maintenant, c'est même, tu as des athlètes du jeu. Toujours possible de voir ce qui touche au jeu comme un travail, comme étant un métier non relié au jeu.
Si le métier existe au sein du jeu, il existe aussi ailleurs. Effectivement. Mais c'est un très bon point qui a été amené. Vous voyez, je n'avais pas prévu nécessairement en parler, mais vous amenez ça, je trouve ça très intéressant. Si vous êtes identifié aujourd'hui dans l'attitude ludique, puis si vous ne l'êtes pas, il n'y a aucun problème, vous pouvez le devenir aussi. Comme je le mets, c'est quelque chose d'inné qu'on apprend à ne plus vivre. On se déconnecte de ce côté-là ludique qu'on a à l'intérieur de nous, mais qui est tout à fait naturel parce qu'on l'a dès la naissance. Mais si, exemple, vous vous reconnaissez dans l'attitude ludique, mais qu'il y a des obstacles autour de vous, des fois, les communautés de jeux peuvent aider à faire ressortir ce côté-là. Un peu comme j'ai vécu quand j'étais dans mes études, très cognitif, très axé sur la performance. À un moment donné, c'est trop. Et là, à travers les communautés de jeux, j'ai réappris à être dans l'attitude ludique et ça fait vraiment du bien. Ça, c'est une note personnelle, mais n'hésitez pas à en parler avec d'autres joueurs ou à aller essayer des choses. Hein. Si vous êtes un joueur de jeux de rôle, allez essayer des jeux de société. Si vous êtes des joueurs de jeux de société, allez essayer le dessin. Si vous êtes quelqu'un qui est dans l'art, allez essayer la danse. Si vous êtes quelqu'un qui est dans la danse, allez essayer les jeux vidéo. Bref, n'hésitez pas à essayer des choses pour être dans cette attitude-là. Puis à vous tenir avec des gens qui vous valident dans ça. Il va toujours avoir des gens qui vont dire le contraire ou qui vont vous juger. L'important, c'est les gens qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Exactement, Jean. Donc, on se tient avec des gens qui nous soutiennent, puis le reste, on lâche prise. Donc, dernière petite question. Nice, D&D, prochain défi. Dernière petite question auquel je vous laisse, c'est essayez de choisir une chose ludique. Là, c'est minimum comme question, c'est tout petit, tout petit. Une chose ludique à faire cette semaine. Ça peut être là en quittant. Ça peut être demain matin, ça peut être dans... Vous n'avez pas le temps, ça serait dimanche prochain. Ou quand, comment, avec qui, seul, avec des amis, conjoint, conjointe, enfant, combien de temps, 15 minutes, 1 heure, 30 secondes. Quelque chose qui va vous connecter avec votre attitude ludique, donc curiosité, spontanéité, plaisir d'être et de faire. Gardez en tête, hein, c'est dans les sens. Ça peut être de voir, de toucher, de goûter, d'entendre, etc. Puis, amusez-vous au final, là. Aussi simple que ça. Blood on the Clock Tower samedi soir. Effectivement, je vais être là. Je vais m'amuser. J'en aurais sûrement besoin de plus vu que je suis dans ma thèse. Oh mon Dieu, qui fera? Courage, courage, courage. Une thèse, ça demande beaucoup de résilience et de ludique. Si je peux te donner des petits conseils très, très rapides, prends des pauses, vis des émotions. Ça veut dire, sors du cognitif puis va dans l'émotionnel. Que ce soit pleurer en boule en mangeant des cookies ou que ce soit le plaisir de danser ou de parler avec des amis. Il faut vivre autre chose, puis il faut vraiment sortir du cognitif ici parce qu'à un moment donné, ça gonfle. Puis génial, Serge, pour le DM. Puis des fois, on peut alterner entre les activités. Et voilà. Donc, je termine là-dessus, pile à 9h. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. elsabret@commercial@gmail.com, c'est plus pour en psychologie, mais sinon, j'ai ludipsy20 à gmail.com, LUDIPSY 20 commercial gmail.com. Pleurer en boule, je préfère bouler en pleurs. N'hésitez pas aussi, si vous voulez voir la chaîne YouTube, j'ai plein de contenu dans le même sens. Si vous voulez plus d'informations sur mes conférences, j'ai fait des conférences sur différentes thématiques, l'anxiété, sur le TDAH, sur la relation parent-enfant, sur l'utilisation des jeux en intervention. Vous pouvez aller voir sur mon site internet elsabret.wixit.com.